Toujours pas de bouton rouge. Ah, parfait. Voilà, c'est parti. Ouais. Impeccable. Très bien. 13. Ah, moi aussi le mien. Eh bien, bonjour, c'est dimanche 24 mai 2020. Première session en direct avec notre ami Rémi Albert pour la partie drone. Donc voilà, il est 10h04 ici à La Réunion. Il est 13h04 en Thaïlande, Bangkok, là où la conférence va se faire en direct. Notre ami Gianni Saint-André est là. Puis je vois qu'on a déjà une bonne onzaine de personnes. Donc impeccable. Donc Rémi, nous on s'est connus à travers un projet qu'on a en commun qui s'appelle l'Aérotech, et un projet de l'aéroport ici à Saint-Denis, de la Réunion. Voilà, il était venu avec son idée et son projet AC Innov et Fly Air, avec une autre DSOI qui il va nous parler également, ces trois branches dessus. Moi, j'étais venu avec la partie drone mobility, drone taxi à travers la Smart City. Donc le projet a bien fusionné. Puis là, depuis quelques semaines, on a échangé, on a approfondi un petit peu aussi et leurs relations, et puis voilà, comprendre un petit peu nos écosystèmes. Donc super content de partager avec Rémi, en tout cas extraordinaire. Voilà, donc elle nous présentait sa petite conférence ce matin en direct. Donc Rémi, je te laisse la parole. Bienvenue, très content que tu sois au Smart Summit. Super, merci Marc, je suis ravi d'être là. C'était un peu précipité parce qu'on a décidé de le faire il n'y a pas si longtemps, mais j'espère que la présentation sera intéressante. Je remercie tous les auditeurs qui sont pour certains levés tôt, un dimanche matin, jour de déconfinement pour me voir. Donc, bravo, spécial dédicace. Beaucoup de respect. J'ai l'impression que l'auditoire est français, donc je vais parler en français pour cette présentation, si ça vous convient. Mais les planches que je vais utiliser en soutien de ma présentation sont en anglais. S'il y a des anglophones, j'en suis désolé, n'hésitez pas à me parler. Je vais d'abord, à moins que vous ayez quelques remarques, je vais lancer le partage d'écran pour afficher ma présentation. Alors, je vous demande déjà de l'indulgence, je ne suis pas un spécialiste des visioconférences. Donc, on va voir ce que ça donne. Pas de problème. Après, pour for the English people, if they want to ask a question, no problem. Rémi speak English, so you can have the chat room, so you can let a quick message. So voilà, faites comme vous voulez. Si vous voulez un petit message également, vous pouvez lever la main et poser vos questions, ou à la fin de la présentation, c'est total open. Okay. If anybody wants to speak English, not a problem for me. I'm quite bilingual. Okay. You will see. I will introduce myself in the presentation. Okay. Back to French. Marc, c'est bon l'écran, vous l'avez là en plein. Hein, c'est parfait, ouais, en plein écran. Ouais, je confirme. Super. Alors, 16 personnes. Allez, go. Merci beaucoup et n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Moi, je préfère le dialogue. Donc, ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, ce sont deux sociétés qui existent et qui sont actives à l'île de la Réunion, qui s'appellent Fly Air, aussi connu sous le nom commercial de Aérocomposite Innovation, qui est un fabricant de drones, design, fabrication, je vous expliquerai tout ça, et une société qui s'appelle DSOI, qui s'appelle Drone Service Océan Indien, qui est un opérateur de drones, en particulier des drones de Fly Air, et qui sont toutes les deux basées à l'île de la Réunion. La présentation est un peu longue, donc je vais vous dire comment je l'ai organisée, hein, si ça vous convient. Comme ça, on sait à peu près où on en est. Je vais très brièvement, en moins de 10 minutes, expliquer, survoler ce que je vais présenter. Ensuite, je vais rentrer dans les détails de la société Fly Air, c'est-à-dire le fabricant de drones, de la société DSOI, c'est-à-dire le fournisseur de services. Et puis, j'ai prévu de parler des développements futurs et de la technologie. C'est quand même le sommet Smart City. Donc, il faut parler de choses smart et de choses du futur. Et il y en a beaucoup dans notre domaine. Et après, une conclusion rapide. Vous verrez en bas, si vous voyez le curseur de ma souris. Non, vous ne le voyez pas. Mais vous verrez en bas qu'on sait, overview, US, service, futur et conclusion, on sait à peu près tout le temps où est-ce qu'on se trouve dans la présentation. Allez, je démarre par la synthèse, l'overview de la présentation. Tout d'abord, quelles sont les activités et les objectifs des deux sociétés que je vais présenter au cours de cette conférence. Le premier objectif, qui a été le moteur de la création de la société Fly Air, c'est de créer, d'établir à l'île de la Réunion une société qui fait du développement, des essais, de la qualification et de la production
d'UAS. UAS étant Unmanned Air System, c'est-à-dire que ça va un peu plus loin que le drone, quoi, hein, tel qu'on a l'habitude de l'entendre. Ce sont des avions, des systèmes sans pilote et des systèmes intégrés. Ça a été la raison pour laquelle on a créé Flyer, et cette société existe depuis quelques années maintenant et produit effectivement des drones. Donc je vous détaillerai ça. Ensuite, et pour répondre à des demandes de clients, on a créé une société qui s'appelle DSOI, Drone Service Océan Indien, qui est très jeune, qui a moins d'1 an, et qui est là pour fournir des services à des clients potentiels qui ont besoin, non pas de drones, mais qui ont besoin d'images, qui ont besoin de surveillance de code, de pollution, mais qui n'ont pas envie de s'acheter des avions et former des pilotes et des choses comme ça. Et puis, on a évolué sur le troisième objectif, qui lui est en cours, on est en train de mettre ça en place, qui est de proposer, parce que les conditions à La Réunion s'y prêtent exceptionnellement bien, de proposer de créer une base de développement, d'essais, de qualification accessible aux fabricants de drones, en particulier en France métropolitaine, qui ont difficilement accès à des espaces aériens, à des espaces à terre, à des bases ou qui sont limités par le climat pour faire leurs essais en vol. Et on travaille là-dessus, donc c'est un développement très intéressant dont je vous parlerai. Voilà. Alors, pour faire ça, je vous l'ai dit, on a créé 2 sociétés, Flyer AC Innov, enregistrées à La Réunion, basées sur ce qu'on appelait avant la base ULM de Cambé, hein, le petit aéroport de Cambé, qui maintenant s'appelle le pôle aéronautique de Cambé, si je suis correct, et qui fabrique des drones, qui est en activité, qui produit. Et Drone Service Océan Indien, basé au même endroit, et qui est le service provider, donc l'opérateur et fournisseur de services. Qui sont les créateurs? Bon, pour vous dire de qui il s'agit, 2 personnes en particulier, François Varigas et moi-même, Rémi Albert. François est basé à La Réunion, il est en permanence à La Réunion parce qu'il est le CEO, le directeur de la société Flyer. Personnellement, j'alterne entre d'autres activités et La Réunion, et je réside en Asie et je passe la moitié de mon temps à La Réunion. Nous sommes tous les 2 français, bien que François ait aussi dans sa poche un passeport canadien. Nous sommes tous les 2 des ingénieurs aéronautiques de l'école qui s'appelle l'ESTACA, si vous connaissez, et tous les 2 sérieusement passionnés d'avion. Ça, c'est notre point commun. On a tous les 2 une grosse expérience dans le domaine aéronautique, dans l'industrie, de manière internationale. Et on s'est connus justement il y a un peu plus de 25 ans, alors qu'on a été parmi les premiers à fabriquer ce qu'on appelle des drones ou des UAV maintenant. François a plus une casquette de designer, de fabricant. Il est reconnu internationalement pour la qualité de ses designs et pour l'originalité de ses designs. En ce qui me concerne, je suis issu des essais en vol et je suis plus orienté vers l'intégration des systèmes. Et j'ai pris dans ma vie un parcours un peu différent puisque j'ai beaucoup œuvré dans la création de sociétés et le management de sociétés au niveau international. On s'est retrouvés il y a quelques années pour créer la société à La Réunion qui s'appelle Flyer, que François dirige. Et pour ma part, j'en suis cofondateur et responsable du business development, de l'intégration des essais en vol, enfin, un certain nombre de parties. J'ai moi-même d'autres sociétés en France et en Asie. François et moi, oui, pour tout vous dire, on s'était rencontrés à La Réunion, une société que j'avais créée, en Afrique du Sud, une société dont j'étais cofondateur en Afrique du Sud, il y a ça plus de 25 ans, et on avait travaillé tout le temps en Afrique du Sud, ensemble. Voilà, assez parlé de moi et de nous, et parlons un peu des sociétés. Alors, Flyer est une société privée enregistrée en 2012 et qui a commencé à être opérationnelle en 2013, et comme je le disais, basée à l'île de La Réunion. L'objectif clair de la société, c'est développer, fabriquer, qualifier et produire des UAV, des systèmes donc d'avions sans pilote, en composite. Okay. Nous, en plus, on a un design qui est absolument unique, qui est le design de l'aile rhomboïde. Je reviendrai là-dessus, qu'on appelle aile diamant.
On est à La Réunion, on a nos propres bâtiments, on est au bord de piste avec accès direct sur la piste, on fait nos essais en vol. Notre usine qu'on a bâtie nous-mêmes, grosso modo, est 100% self-sufficient, c'est-à-dire qu'on utilise l'énergie qu'on produit nous-mêmes grâce à nos panneaux solaires en particulier. Et nous sommes certifiés AS 9100 et ISO 9001. Je reviendrai sur les produits. On a 4 produits phares et ce sont des avions qui vont d'1,50 m à 6 mètres d'envergure avec les 2 premiers, le 150 et le 240, donc 1,50 m, 2,40 m, qui sont pour l'un en cours de production, pour l'autre en cours de finalisation de développement et d'essai. Le 400, un peu plus grand, est validé au niveau du design, mais on n'a pas encore construit le premier prototype, et le 600 est encore sur la planche à dessin. Je vais un peu vite, sinon je vais passer ma vie sur l'overview. La société DSOI, c'est une société privée enregistrée en 2019 à Saint-Denis, à Saint-Paul, comme l'autre. C'est la sister company de Flyer et le but était d'utiliser ou de rendre des services à des clients avec les drones de Flyer pour les pêcheries, pour les surveillances de trafic, pour l'anti-piraterie et ce genre de choses. Ensuite, on a un peu augmenté le scope, hein, le but de DSOI, et je vous le dirai aussi. Donc, DSOI, premier rôle, des services que j'appelle mission service, c'est-à-dire offrir des services à des clients. Le deuxième, DSOI, on veut lui confier le rôle de ce projet dont je vous avais parlé, qui est celui des essais en vol, la qualification et l'entraînement des pilotes et des opérateurs de drones. La dernière partie de ma présentation sera tournée vers le futur. Dans quelle direction voit-on évoluer notre business, nos développements, en particulier à La Réunion, et comment d'autres acteurs réunionnais et internationaux peuvent nous rejoindre dans cette aventure et quels sont les bénéfices qu'ils trouveraient à le faire, en particulier à l'île de La Réunion. Et pour vous montrer un peu mieux de quoi on parle quand même, je vais vous lancer une vidéo qui représente les produits qu'on développe chez Flyer avec des vols. Les Réunionnais retrouveront là des vues intéressantes sur la baie de Saint-Paul. C'est parti, normalement. Non, c'est pas parti. Voilà. Marc, tu pourras me confirmer que la vidéo démarre bien? Ouais, je la vois arriver. Impeccable, okay. Elle arrive. Super. Et vous avez le son aussi? Le son, ouais, un peu loin pour moi, mais non, c'est bon, impec. C'est bon, ben c'est parti. Donc là, on est à Cambé, puis je vais laisser le vol. Ce que vous voyez, c'est l'avion d'1,50 m d'envergure. Hein. Sont les acteurs du stade de production. Sur ce que moi je t'inquiète pas. Ouais, sur le côté gauche, il y a un petit chat, là, justement, tu verras les questions posées dessus en français et en anglais, je pense. Ok, ouais. Je suis en train de partager mon écran, mais voilà. Parfait, c'est mais il bon. faut me le dire, moi j'ai l'habitude, je suis de la vieille école, j'ai l'habitude d'avoir des gens en face de moi qui me disent non, on veut savoir. Donc, si on peut le faire aussi via l'Internet, ça me va très bien. À distance, on confirme. Ok, ça marche. Allez, je continue. Alors,
Je ne vais pas vous répéter ce que je vous ai déjà dit, peut-être le détailler un petit peu. Donc, Flyer SAS c'est une SAS, avec un nom commercial assez innove, sur la base de Cambay. Alors, est-ce que j'ai une question? Je ne sais pas. Chat, là. Ok, c'est pas ça. Sur la base de Cambay, alors j'ai mis sur la planche, là où se trouve la Réunion, avec un petit drapeau français, parce que ce sont des parties de présentation que j'utilise internationalement. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a une île française, européenne, qui se situe dans cette partie du monde. Donc, il faut leur expliquer un peu. Flyer est, bah oui, il faut le dire, le seul fabricant d'avions à la Réunion. Vous direz, c'est un peu normal, mais on est les seuls et on travaille en étroite collaboration avec Aérotech, qui est l'organisation, Aérotech Run, qui est l'organisation qui fait la promotion des activités aéronautiques à La Réunion et qui est très active en ce moment, avec laquelle on a plusieurs projets, et Marc aussi est impliqué dans certains de ces projets. Sinon, La Réunion étant une île française et donc européenne, on est lié, bien sûr, au gouvernement français, à la région, au département, ce genre de choses. Quelle est l'expertise de Flyer? Les domaines dans lesquels nous exerçons et qui sont notre spécialité sont le design aérodynamique. C'est assez important. Vous avez maintenant, je crois, compris qu'on fait des drones professionnels à voilure fixe. On ne fait pas dans les jouets, on ne fait pas dans les petits drones, dans les multirotors et ce genre de choses. On fait dans le fixed wing professionnel. Donc, on fait nos propres designs d'avions et en particulier avec ce qui s'appelle l'aile diamant ou l'aile rhomboïde, qui est unique et dont je vous parlerai un peu plus tard. Associé au design aérodynamique, il y a bien sûr le design structurel. Il faut être capable de faire toute la partie mécanique et structurelle des appareils afin de pouvoir les fabriquer. Et en particulier, nos avions sont faits en composite. Donc, ce sont des technologies un peu différentes, mais qui sont tout à fait accessibles. Et on fait tous nos avions en composite. Ensuite, on fait tout ce qui est validation en report, parce que ces appareils, et ça va être la règle de plus en plus, ont besoin d'être validés au niveau calcul, pour savoir qu'ils tiennent la route quand il faut voler, qu'ils atteignent leur performance. Et aussi, ils doivent être validés vis-à-vis des autorités de régulation, que ce soit EASA, DGAC, phare, ou pour certains clients en fonction des normes qui nous sont imposées, telles qu'une mil-spec ou des équivalents de spécifications militaires françaises, par exemple. Après, bien sûr, on fabrique nos avions, on les teste, on les valide, on la qualifie en vol. C'est un sujet qui me tient très à cœur. Donc, on a notre base d'essais en vol sur la base de Cambay et on fait nos essais en vol en liaison avec la DGAC qui nous donne les autorisations de vol, qui vérifie que nos vols se font comme dans les règles et nous donne les autorisations. Et puis, on fait la production limitée chez nous, mais on est très ouvert à avoir des coopérations avec des fabricants d'avions qui seraient intéressés en France ou à l'étranger si les volumes de vente sont intéressants dans leur région pour fabriquer localement. On a développé un certain nombre de partenariats et de coopérations au cours de ces quelques années d'existence. Un qui est tout à fait notable, qui est avec l'ONERA, l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, qui est l'autorité, disons, en France, en ce qui concerne tous les développements aéronautiques. C'est là que Dassault valide son Rafale, c'est là que Airbus valide son Airbus, son 380, toute sa gamme. Et nous, petits constructeurs, on a eu la chance d'attirer l'attention de l'ONERA et qui nous a offert donc de créer un partenariat avec eux. Alors pourquoi? Parce que la formule aérodynamique que nous avons est absolument unique et que, bien sûr, ils veulent faire partie de cette aventure et savoir pourquoi nos avions volent, parce qu'on est les premiers à faire voler les gens d'avion. Au niveau international et commercial, je ne peux pas divulguer les détails, mais on a un certain nombre d'accords contractuels avec des clients, à l'étranger en particulier, qui sont des accords soit de fourniture d'avions ou d'équipements, soit de développement commun dans leur pays
pour des avions qui sont, je dirais, particulièrement conçus, pensés pour des applications qui leur sont spécifiques. Donc, on a plusieurs projets en cours comme ça. Au niveau des brevets, on a déposé plusieurs brevets qui sont liés à la géométrie, aux applications de l'aile rhomboïde. Par exemple, on a développé un projet d'avion à décollage et atterrissage vertical avec une aile rhomboïde. On a déposé un brevet d'aile rhomboïde à géométrie variable. Ce genre de choses. Des choses qui sont sécurisées en ce qui nous concerne. Et en ce qui concerne les certifications, donc je veux insister sur la certification qui s'appelle en France EN 9100, qui est une certification aéronautique d'assez haut niveau, en fait. Hein. Pour vous donner un exemple, ISO 9001, c'est un sous-ensemble de EN 9100. Quand vous avez EN 9100, vous avez automatiquement ISO 9001. Je veux pas... quand on a eu EN 9100, il y a un an à peu près, maintenant, bah oui, c'était en juillet, hein, on était la première et donc la seule société de fabrication de drones indépendante à obtenir cette certification. Les avions, je vais vous parler des 3 avions principaux, donc le 150, 1,50 m d'envergure, jusqu'au 400, 4 mètres d'envergure. Les dessins à gauche vous donnent un peu une idée de l'échelle des avions. Un peu plus de détails ici, sans rentrer dans les performances complètement. Le 1,50 m, c'est un petit avion très pratique d'emploi. C'est un avion avec un moteur électrique dont le but est de faire de la reconnaissance, de la surveillance. Il vole 2 heures et il porte une caméra, une petite caméra jour-nuit, hein, infrarouge, jour. Il a un data link radio, line of sight, hein, LOS, qui peut l'amener, ou on peut garder le contact jusqu'à 50 km. L'avion peut aller plus loin, hein, bien évidemment, mais on se limite pour avoir des images en temps réel à 50 km. Son grand frère, le 240, 2,40 m d'envergure, qui reste un peu plus longtemps en l'air, puisqu'il vole 10 heures, avec une charge utile de 8 kg, donc un peu plus importante, mais toujours pas, c'est toujours une caméra, une meilleure caméra, une caméra plus grande, et qui lui pèse 60 kg au décollage. Alors, celui-là, il peut être intéressant avec une charge utile comme celle-là, par exemple, pour aller faire des livraisons. Quand je parle de livraison, c'est aller dropper quelque chose à 50 km, revenir. Cet appareil-là, il est équipé d'un moteur, ou disons d'un ensemble propulseur hybride avec un moteur à pétrole rotatif, c'est notre choix, qui en fait fournit l'énergie fournir l'énergie électrique pour le moteur électrique qui, lui, est directement branché à l'hélice, ce qui nous permet d'avoir des endurances aussi grandes. Et le dernier avion, le 400, 4 mètres d'envergure, c'est ce qu'on appelle un MAL, Medium Altitude Long Endurance. C'est un avion de 250 kg au décollage, donc c'est un gros avion qui peut rester selon nos calculs, plus de 2 jours en l'air avec cette motorisation hybride et qui est typiquement fait pour aller patrouiller très très loin. Pour vous donner un exemple, le cahier des charges pour cet appareil, c'est pour les Réunionnais comprendront, c'est de décoller de la Réunion, d'aller au-dessus des Kerguelen, de passer une journée à patrouiller au-dessus des Kerguelen et de rentrer à la Réunion. Alors, vous me direz, oui, mais comment on les contrôle? Tous nos appareils sont autonomes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pilote dans la boucle, que ce soit pour le décollage, pour le vol ou l'atterrissage, même sur la vidéo que vous avez vue un peu plus tôt, c'est le pilote automatique qui fait tout. On a une liaison soit radio, soit satellitaire avec une station sol qui permet d'effectuer les opérations de base, c'est-à-dire changer le plan de vol, lui dire de rentrer, activer une caméra, enregistrer des images, ce genre de choses, mais sinon les avions sont tous entièrement autonomes. Je continue et je vais vous parler un peu de l'aile rhomboïde parce que c'est quand même ça qui fait notre spécialité et qui attire un peu l'attention, j'aimerais de manière internationale, sur la société Flyer. L'aile rhomboïde, c'est un vieux principe, hein, ce qu'on appelle une aile fermée, hein, qui se referme sur elle-même et qui intéresse beaucoup de gens. Alors, les photos que vous voyez en bas de cette présentation
sont des images de projets qui sont, alors à gauche, c'est Boeing, ensuite c'est Lockheed, ensuite c'est Airbus, et après c'est un avion expérimental de la NASA. Il y a pas mal de projets en cours. On est aujourd'hui, peut-être sur les doigts de la main, mais d'après moi, on est un peu les seuls à faire voler un avion à aileron rhomboïde. Beaucoup de gens partent de l'approche différente, qui est de faire de gros avions à aileron rhomboïde. Nous, on part des drones, et on sait qu'on peut faire grossir ces avions jusqu'à des avions de transport passagers, mais on aura à ce moment-là bien maîtrisé la technologie. On a d'ailleurs dans nos cartons quelques projets de transport d'avions-taxi, on en reparlera un peu plus tard. Quels sont les avantages de l'aile rhomboïde? Une efficacité aérodynamique très, très bonne, excellente, ce qui veut dire qu'on va voler à des vitesses basses, très basses, et aussi bien avec le même moteur à des vitesses hautes, très élevées. Donc ça, c'est intéressant parce que ça donne des performances. Les militaires adorent ça, bien évidemment, mais les opérateurs d'appareils, les commerciaux aiment beaucoup ça parce que ça veut dire que cette efficacité aérodynamique permet de mettre des moteurs beaucoup plus petits et beaucoup moins gourmands, et en particulier d'utiliser des moteurs électriques pour avoir des performances tout à fait acceptables, si ce n'est plus. Donc l'efficacité aérodynamique, oui, ça fait des avions qui volent vite et bien, mais ça fait aussi des avions qui ne sont pas gourmands en énergie. C'est ça qui est important. La réduction de l'envergure de l'appareil. Alors pour comment expliquer, pour des qualités de vol à basse vitesse, vous avez l'habitude de voir des avions avec des ailes très 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 étendues, hein, très larges, des envergures très larges. Pour des avions à haute vitesse, vous voyez des ailes delta, beaucoup plus compactes. Eh bien nous, on est pour des envergures à peu près de l'ordre des ailes delta, on a les mêmes performances, ce qui veut dire que pour des vitesses faibles, on a à peu près la moitié de l'envergure d'un avion normal. Donc vous prenez un 777 avec une aile rhomboïde, je schématise vraiment un gros trait, avec une aile rhomboïde, il aurait la moitié de l'envergure. Ça intéresse beaucoup les gens, les aéroports, les maintenances d'avions et ce genre de choses. Ensuite, la résistance structurelle, si vous voyez un dessin d'aile rhomboïde, vous verrez qu'il y a une aile supérieure et une aile inférieure, et chacun reprend les efforts de l'autre. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de longeron, c'est autosuffisant, je dirais, et ça permet de prendre des facteurs de charge très importants, donc des virages très serrés. La facilité de fabrication, elle est liée à la résistance structural strength, la résistance structurelle, qui fait que on sait fabriquer des ailes assez facilement parce que les ailes sont simples. Voilà. Alors, ça vous décrit un peu les avions qu'on fait à La Réunion. On a notre unité de production, là, sur l'image que vous voyez maintenant, c'est la photo de droite, Flyer, avec notre lanceur qui est en face de notre porte de hangar, ici, à partir duquel on fait décoller nos avions en essai en vol et en qualification. Et ça m'amène au point suivant, qui est important dans notre domaine, qui est faire des avions, c'est très bien, mais il faut que ces avions aient un but, il faut qu'ils servent à quelque chose. Et pour qu'ils puissent être opérationnels, je dirais, eh bien, il faut qu'on soit capable de les mettre en l'air, qu'on soit capable de les faire voler, qu'ils volent correctement, qu'ils aillent où on veut qu'ils aillent, qu'ils soient capables de faire une mission, alors avec une caméra, de prendre des images, de les envoyer au sol, d'avoir des instructions différentes, et qu'ils soient capables de rentrer à la base ou ailleurs et de se poser. Alors nous, on a mis la barre un peu haut parce qu'on veut que tout ça soit fait automatiquement, mais c'est pas grave. Pour ça, il nous faut ce qu'on appelle des subsystems ou ancillaries, et on a choisi d'en développer certains et pas d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des spécialistes qui font ça très bien. Nous, on a choisi de développer le système de lancement parce qu'on a une idée, un concept, et d'ailleurs on l'avait testé dans des vies précédentes, et c'est le concept du lanceur à vide. Alors, ceux qui sont familiers des drones de cette taille et de ce poids savent qu'il y a typiquement, à part lancer avec un train d'atterrissage, il y a deux manières de lancer les drones avec des rampes de lancement qui sont le lanceur à élastique, ce qu'on appelle le bungee. Le principe est simple, on retient l'avion derrière, on l'accroche au bout d'un élastique, et on tend l'élastique, et quand on lâche l'avion, l'élastique le fait décoller. C'est le premier système qui est très, très utilisé, qui marche bien. Il a ses défauts, l'usure des élastiques, le premier défaut, et
susceptibilité des élastiques aux rayons ultraviolets, qui est aussi un gros problème parce qu'ils perdent leur efficacité. Mais ça marche très bien, hein. Le deuxième système de lancement, alors là, c'est pour des avions beaucoup plus lourds, c'est le système de lanceur à vapeur. Le principe est le même, on retient l'avion derrière, on l'accroche à un piston, on crée une très grosse pression dans un réservoir qui vient pousser le piston. Quand on lâche l'avion, il part, le piston l'amène, il l'entraîne. C'est un peu comme sur les porte-avions, les catapultes de porte-avions, ça marche comme ça. Alors, c'est bien, mais c'est complexe, mais très puissant. Donc, ça marche très bien pour les avions lourds. Ça lance des avions de 500 kg et la rampe fait 12 mètres de long. Hein. On parle de ça. Donc, surdimensionné pour ce qu'on veut faire. Nous, on a imaginé et on a mis au point le lanceur à vide, qui est le même principe que l'élastique ou que la pression, sauf que, oui, on retient l'avion derrière, mais au lieu de créer de la pression au temps des élastiques, on a un tube, un réservoir sous le lanceur dans lequel on crée le vide et un piston au bout de ce réservoir, hein, si vous voyez l'image en bas, qui ne demande qu'une chose, la nature ayant horreur du vide, qui ne demande qu'à rejoindre l'autre extrémité du piston quand il y a le vide. Et quand on l'autorise à le faire, il tire l'avion avec lui et il l'amène. Et les avantages, c'est que c'est très simple à mettre en œuvre. Il n'y a aucune maintenance, puisqu'on a une petite pompe à vide qui est sur le vide en permanence. Et c'est très, au niveau sécurité, c'est excellent parce que en cas de problème, là où les autres systèmes ont tendance à exploser et envoyer des morceaux dans tous les sens, le nôtre implose, ce qui fait que pour les opérateurs qui se trouvent autour, il n'y a aucun risque. Donc ce système nous permet par exemple de travailler sur l'avion, de tourner autour, d'être à côté de l'avion au lancement, alors que sur les deux autres systèmes, il faut s'en éloigner avec des périmètres de sécurité. Voilà, le principe du système à vide qu'on fabrique aussi à La Réunion, c'est celui-là, et je vais vous lancer une vidéo qui va vous montrer quelques lancements. Voilà, c'est parti. Vous voyez la simplicité du système. Hein. Ça, c'est notre salle de contrôle. Voilà, je prends une image sympa là, de la base de Cambé, notre société. Et vous voyez à quelle vitesse, à quelle stabilité l'avion s'en éloigne. Tous ces essais se font et tous ces vols se font de manière automatique, je le répète, s'il n'y a pas de pilote dans le système. Donc ça, c'est la partie lancement. Okay, la partie récupération maintenant, qui est absolument critique et qui est pour nous un projet très important sur lequel on est en train de travailler en ce moment. Et je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Nos appareils, comme je vous l'expliquais, sont capables de se poser sur une piste de manière automatique, et ça, on le fait, on fait quand on veut, quoi. C'est un truc qui marche, qui se fait. Par contre, il y a un besoin très clair d'être capable de se poser sur une distance très, très réduite, si ce n'est se poser en un point, que ça soit au milieu de la brousse, que ça soit sur le pont d'un bateau, par exemple. Lancer d'un bateau, c'est facile avec la catapulte, mais personne ne sait, ou presque personne, ne sait revenir sur le bateau aujourd'hui, sauf avec des systèmes de décollage et atterrissage verticaux. Je reviendrai là-dessus. Le problème des VTOL, Vertical Takeoff and Landing, c'est que l'énergie utilisée pour décoller et se poser, donc dans la phase où on quitte le sol, il faut se lever à la verticale, est énorme. Et toute cette énergie, que ce soit de l'essence ou de l'électricité dans les batteries, elle n'est pas utilisée pour aller vite, pour aller loin, pour rester longtemps en l'air. Donc, nous, on a réfléchi aussi par nos expériences passées, on a mis au point un système automatique et autonome de récupération dans un filet de l'avion. Je vais vous montrer les vidéos tout de suite, je vous explique un peu. L'avion, il se présente face au filet à une distance assez importante avec sa navigation, et à partir de là, il y a un capteur dans l'avion qui détecte le filet, sur lequel il y a, je dirais, des LED pour simplifier, donc il voit les LED, il se positionne de manière autonome, donc il n'y a pas de pilote, il n'y a plus besoin de GPS, d'inertie, des choses comme ça, il se positionne et détermine sa position par rapport au filet, et le pilote automatique, avec ces informations, guide l'avion dans le filet. Ça
Ça marche au sol, le filet est tout petit, hein, parce qu'on a des précisions centimétriques, donc le filet est fait au maximum 2 fois l'envergure de l'avion, donc 3 mètres, 3 mètres c'est rien. Ça peut être monté à l'arrière d'un camion, parce que si le filet bouge, eh bien, le système est capable de rejoindre ce filet. D'où l'intérêt de le mettre à l'arrière du pont d'un bateau et d'avoir l'avion qui revient sur le bateau, même si le bateau est en navigation avec du roulis et du tangage. On en est aujourd'hui à valider le filet fixe et on va démarrer là le filet mobile. Je vous lance la vidéo filet fixe. J'espère qu'elle va démarrer. Celle-là a toujours un peu de mal à démarrer. Oui. Alors ça, c'est pas dans ma vidéo, le coq là. Je sais pas, Marc, je crois que c'est un de chez toi. C'est pas Marc. Je sais pas, mais ça a de l'effet sur ma vidéo en tout cas. Elle a du mal à dérouler. On a tout le monde qui est là. Hein. Ok. Bon, vous l'avez. Je suis désolé, là, elle est hachée. Je ne sais pas pourquoi. Espérons que ça tourne bien. Donc, ce vol est autonome. D'ailleurs, cette vidéo, c'est celle du 100e vol de cet appareil-là. Donc, c'est un peu une vidéo commémorative pour nous aussi. Et là, vous voyez, l'avion se présente. Le filet est au milieu de la piste. Hein, vous le voyez à peine. L'avion se présente tout seul. Paf, il va détecter le filet. Et à partir de là, on peut perdre le data link, on peut perdre le GPS, on peut perdre les gyros. Bon, pas les gyros, mais on peut perdre tous les moyens de communication et tous les moyens externes. Et l'avion va se guider vers le filet. Je ne sais pas pourquoi la vidéo s'est arrêtée. Je vais essayer de la relancer, si vous voulez bien. Espérons que ça marche. Alors, c'est pas la bonne. Ok. Je suis désolé. Hein. Voilà. Vous êtes toujours là? On boit tes paroles. Là. Ouais, parfait, parfait. Ouais. Je découvre vraiment la technologie. Donc, je vais relancer le partage d'écran, hein, parce que j'ai l'impression que ça comment va ça fait une vidéo, un petit peu de mal. Vous l'avez récupéré? Là, on a le slide là. Parfait. Ok. Je relance la vidéo dans la foulée. Et c'est toujours pas la bonne. Ok. Bon. Désolé, vous l'avez déjà vu celle-là. J'ai peur que si je l'arrête, je vais pas être capable de faire des choses par la suite et je vais être obligé de tout relancer. Donc, comme elle n'est pas trop longue, je vais vous la laisser. Absolument désolé de ce petit souci technique. Voilà. Donc, je passe à la vidéo que j'aimerais vraiment vous montrer parce que c'est une technologie qui est absolument unique. Hein. D'ailleurs, on a l'intérêt de beaucoup d'entités, que ce soit françaises ou internationales, sur ce sujet-là. Donc, avion lancé hein, de manière automatique. Alors, ok. Bon, et ben, quoi vous dire, c'était le clou du spectacle. Mais on va voir qu'il y a un peu de chance, on va la laisser tourner. Profitez pour voir la baie de Saint-Paul, absolument magnifique. Cap Laoussé au bout, pour ceux qui connaissent, la plage de Saint-Paul. C'est là c'est notre terrain de jeu, donc à La Réunion. Donc vous voyez la piste hein, sur laquelle on va se poser. Vous distinguez peut-être le filet là au bout de la piste, qui est tout petit, donc, comme vous pouvez le voir. Et là, à partir de là, même avant, l'avion se guide automatiquement vers le filet et va aller capturer, c'est-à-dire qu'il va viser le centre du filet. C'est parlé. Tout ça est automatique, hein, sans pilote. Voilà. Alors, vue extérieure, on va passer au ralenti parce que ça va très vite. Hein. Donc là, on est en vitesse réelle et à partir de là, on est au ralenti. Vous voyez la simplicité du filet, hein, par exemple. Il n'y a rien. On le pose, on le déplie au milieu de la piste. Il n'y a pas d'installation particulière. L'avion se guide. Au bout d'un moment, il va couper son moteur tout seul. Voilà, c'est fait. Et il rentre. C'est un filet très spécial, hein, 3 dimensions avec absorption. Vitesse réelle. Vous venez de voir la vitesse réelle.
Ça vous donne une idée de la manière dont ça se passe. Et une dernière vidéo, vite face. Voilà. Alors, j'en profite pour vous montrer la sophistication des coussins. Merci Ikea ou Conforama. Voilà. Donc, le système est vraiment basique et simple. Bon, je suis content d'avoir pu vous montrer cette vidéo. Et je vais pouvoir, perdu beaucoup de temps là-dessus, mais je vais pouvoir continuer ma présentation maintenant. Voilà. Merci pour votre patience, si vous êtes toujours là. J'espère. Toujours là, oui. Il y a un écho, non? Les autres systèmes qui sont nécessaires à la conduite des vols, à la réalisation des missions, sont les systèmes de navigation et de contrôle du vol. Il y a des gens qui font des pilotes automatiques, c'est pas notre métier. Nous, on les intègre et on les fait marcher sur notre avion. Il y a des gens qui font des systèmes de communication satellitaires ou radio. C'est pareil, nous, on les intègre. Hein, on va pas tout faire. Il y a des gens qui font des systèmes, des grandes control stations, hein, un système de contrôle au sol. De la même manière, on met notre software dedans et on les utilise. Des gens qui font des caméras jour, nuit, on les installe sur nos avions à la demande des clients et on les intègre et on les fait fonctionner. Voilà, j'ai finalement réussi à faire cette présentation de la société Flyer avec ces vidéos. Et sauf si il y a des commentaires, je vais passer à la présentation du fournisseur de services qui est la société DSOI. C'est bon, Marc, je continue. J'ai toujours ton feu vert. Parfait, bien sûr. Allez, j'y vais. Allez. Petit coup de 19 personnes en plus là qui sont en train d'écouter, ouais, c'est super. J'ai un peu, à cause des vidéos, j'ai un peu bouffé mon temps de parole. Hein, je suis désolé. Non, c'est ouvert. J'ai un chrono en face de moi et j'ose plus le regarder. Là, tu as 20 minutes, 20 bonnes minutes encore, sans problème. Ok, ben je vais le faire, ça va le faire. Alors, je voulais vous parler de Drone Service Océan Indien, qui est la société sœur de Flyer, donc le fabricant innovant, je dirais, de drones. La société Drone Service Océan Indien a été créée pour répondre aux besoins de clients potentiels qu'on a marketés, qu'on a approchés, qui nous disaient, mais nous, nos drones nous intéressent parce qu'ils savent faire beaucoup de choses que les autres ne savent pas faire et qui correspondent bien à notre besoin dans la gamme et tout, mais nous, on ne veut pas devenir des opérateurs aéronautiques, on ne veut pas devenir des sociétés qui possèdent des avions, même des petits, qui forment des opérateurs, qui s'assurent de la maintenance, qui savent faire de la réparation et tout ça. C'est classique, c'est classique. Beaucoup, d'ailleurs, des interlocuteurs, des speakers hein, sur ce forum proposent des services, que ce soit dans l'agriculture, dans la livraison de médicaments, ce genre de choses. Okay. Notre originalité, c'est que nous, on est couplé à un fabricant de drones qui est privilégié, quoi. Donc, toujours en coopération avec Aérotech Réunion, qui joue un rôle très, très important dans tous les développements aéronautiques à La Réunion, nous avons défini 2 objectifs pour la société DSOI. L'objectif, le premier, celui dont je vous parlais, qui est son objectif principal, et celui qui est en cours, c'est de fournir ces services, ce qu'on appelle les mission services, un service de mission. Pourquoi on l'a fait ici? Parce que nous, on est à La Réunion, on fabrique à La Réunion et on connaît très bien le coin. C'est-à-dire qu'on connaît les besoins dans les îles qui sont autour, à Madagascar, sur la côte africaine, hein, et un petit peu en Asie, de l'autre côté de l'océan Indien aussi. Et après, on a confié à DSOI, et ça c'est en interne, le rôle de promouvoir et de mettre en place la capacité d'essai en vol, de qualification et d'entraînement des opérateurs à La Réunion. Alors, je reviendrai pourquoi la Réunion, climat, espace aérien libre et tout ça, on reviendra un peu là-dessus. Discutons d'abord de la demande de service, qui est très similaire aux demandes de service qu'il peut y avoir en Afrique, par exemple, ou même en Europe. Alors, ces services sont facilités par le fait que, aussi bien en Afrique qu'à La Réunion, dans la région, les espaces aériens sont assez libres. Donc, on peut assez facilement faire voler des drones, c'est beaucoup plus compliqué en Europe. Je vous prends un exemple. Il n'y a pas si longtemps, j'ai discuté avec un État membre de la Commission de l'océan Indien. La Commission de l'océan Indien, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un groupement d'un certain nombre de pays de la zone. Alors, c'est Madagascar, ce sont les Seychelles, c'est l'île Maurice, c'est bien sûr la Réunion, les Comores, voilà,
tout ça, c'est la COI. Et les pêcheries dans un de ces pays me disaient, nous, on veut faire la surveillance, non seulement de nos propres bateaux, mais aussi des zones de pêche. Hein, des fois, on sait détecter des poissons. Hein, mais surtout, s'assurer qu'il n'y a pas de pêche illégale dans nos zones. Alors, si on regarde les zones de pêche françaises dans la zone entre la Réunion, les îles Éparses, les Kerguelen, c'est absolument gigantesque, quoi. Le drone, donc un drone de grande élongation, de grande endurance, est particulièrement adapté, bien adapté pour cette mission. Mais personne, les pêcheries, ils ne veulent pas acheter des avions, ils ne veulent pas former les pilotes, donc ils nous ont demandé de leur rendre ce service, et ça a beaucoup de sens. Pour ça, comment on procède quand on a une telle demande? Eh bien, en fonction de la demande, il faut déjà l'évaluer et savoir quels seraient les moyens à mettre en place. Ça passe par déterminer quelle est la zone à patrouiller. Alors, ça peut être une bande de côte, par exemple, une demande qui consiste à s'assurer qu'il n'y a pas d'immigration illégale la nuit, de gens qui viennent en bateau, si les Réunionnais reconnaîtront le nom de Quacha, par exemple, hein, eh ben, il faut patrouiller. C'est pas simple avec un hélicoptère, ça coûte très cher, il y a des gens qui fatiguent à bord et tout. Voilà, donc une zone ou alors eh ben, la moitié de l'océan Indien. Alors, on n'en est pas là, mais c'est de ça qu'on parle. Il faut savoir de quelle zone on parle. À partir de là, ben, ça nous dira, il faut un petit avion, il faut un gros avion, il faut plusieurs avions. Est-ce qu'il faut communiquer par satellite? Est-ce qu'il faut communiquer line of sight? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut détecter? On détecte un petit bateau, on détecte 4 Somaliens sur un bateau en bois avec un gros moteur hors bord, ou alors des bateaux de pêche qui sont lentement dans des zones de pêche ou des cargos dans des couloirs de navigation. Comprendre les conditions de la mission, est-ce que ça doit être fait de jour, de nuit, de jour et de nuit? On sait que par exemple, l'immigration clandestine ou les trafics clandestins se font de nuit, préférablement par mauvais temps. Ce qui, pour faire des détections et faire voler des avions, n'est pas l'idéal. Donc tout ça à prendre en compte. À partir de là, eh bien, on détermine en interne les moyens à mettre en œuvre et on fait une proposition au client. Alors, le business model qu'on propose aux clients, c'est bien sûr que DSOI reste propriétaire des avions, de la station de contrôle, de tous les moyens de lancement, de récupération, s'il y a des moyens spécifiques, et fournit des heures de patrouille, des heures de vol aux clients. Okay, et nos cotations sont faites sur un nombre d'heures de vol. Nombre d'heures de vol garanti. C'est-à-dire que si on ne fournit pas le service, on a des pénalités. Donc, tout ça est contractuel. Hein. Ça peut aller jusqu'au client étant en capacité d'annuler le contrat. Hein. Ça peut aller même très loin financièrement. Bon, en tout cas, c'est notre responsabilité, donc en particulier, d'avoir à notre disposition les opérateurs et les matériels, les avions et autres, nécessaires pour assurer ce nombre d'heures de vol. Ça, c'est un business model qui fonctionne parce que dans la région, eh bien, le fabricant, c'est-à-dire notre société sœur, qui fait la fabrication, la formation pas la formation, mais la maintenance des appareils, les pièces de rechange, toute la logistique, eh ben, est tout prêt. Nous, on s'est envoyé un avion aux Comores dans les 2 jours. On s'est envoyé une nouvelle caméra. Donc, ça évite d'avoir du stock sur place. Ça permet pour nous, donc, dans notre business model, de partager notre stock de pièces de rechange ou d'équipements qui souvent sont chers entre plusieurs clients dans la zone. Donc, c'est un business model particulièrement bien adapté quand le fabricant et le centre de maintenance sont sur place. Voilà, ça c'est l'offre de drone service océan Indien. C'est une offre qui peut être étendue à d'autres pays en implémentant des centres de maintenance dans les autres pays. Alors, on ne vient pas, on ne s'installe pas et on ne leur envoie pas des images par Internet. Hein. Le client est impliqué dans les missions, il y a toujours un représentant du client, en particulier en ce qui concerne les pêches illégales ou les pirates. Quand on détecte un bateau, il faut qu'il y ait un officier assermenté, en français on appelle ça un OPJ, un officier de police judiciaire, qui est le seul à valider les informations et devant un tribunal de dire oui, c'est le bateau que j'ai vu à cette position-là. Notre parole n'a aucune légalité dans ce domaine-là, donc c'est un travail en coopération avec le client.
Je passe maintenant au service d'essais en vol, de développement et de qualification à l'île de la Réunion. Donc, c'est quelque chose qu'on a lancé assez récemment, qui est en cours, et j'espère que, en coopération avec Aérotech, on va aboutir rapidement à mettre en place quelque chose. Je crois qu'il y a de l'intérêt internationalement pour ça. Alors, les mots aujourd'hui qui font le buzz, en particulier sur Internet, c'est Urban Air Mobility et Advanced Air Mobility. Alors, pour le faire court, ce sont les drones taxis. On en voit sortir tous les jours sur Internet. Hein, vous savez, ces drones avec une douzaine de rotors qui vous font décoller du toit de votre immeuble pour vous amener à l'aéroport le plus proche, ce genre de choses. Ce sont des UAV, hein, c'est des Unmanned Air Vehicles. Nous-mêmes, on en a un dans nos cartons, hein, donc je ne vais pas trop les dénigrer. Mais en tout cas, les fabricants et les intégrateurs de ce genre de système sont souvent confrontés au même problème, qui est qu'il faut énormément d'essais d'intégration au sol et en vol, et d'essais de qualification avant que ces drones soient opérationnels. Pour cela, il faut de l'espace aérien, il faut de l'espace terrestre, il faut de l'infrastructure. Et il faut des conditions météo pour le faire. C'est un peu l'œuf et la poule. Enfin, disons que les fabricants de drones, dont nous, vont souvent beaucoup plus vite que les régulateurs, hein, c'est-à-dire la DGAC, le ASA, la FAR, dans ce domaine-là. Donc, c'est une course, mais qui ne doit pas empêcher les fabricants de faire leurs essais. Pour ça, en Europe, aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Il y a quelques centres d'essais en France métropolitaine, par exemple. Il y en a quelques-uns sur des terrains militaires, donc qui ne sont disponibles qu'avec l'accord des autorités militaires. Il y en a quelques-uns sur la côte, il y en a un sur la côte atlantique, mais qui est aussi, alors, en fonction des accords de la DGAC, mais qui est très soumis à des contraintes de vol dues au climat, en particulier, donc assez peu utilisables, et ils se trouvent tous dans des espaces aériens, en France en particulier, qui sont très denses. Il y a beaucoup de vols d'avions commerciaux en France. Donc les gens vont faire leurs essais un peu partout, dans le nord de la Suède, mais pas en hiver, sur une énorme base aérienne en Espagne. Mais bon, bah, c'est l'étranger, c'est en Espagne, c'est les autorités militaires espagnoles qui contrôlent tout. Airbus va faire les essais en Australie pour avoir de la place, quoi. Ça vous donne une idée du besoin qui existe dans ce domaine. Et en particulier, un certain nombre de fabricants, d'intégrateurs et d'opérateurs n'ont pas en permanence l'infrastructure et les moyens de faire ces essais. C'est pour ça qu'il y a des centres d'essais. Hein. Ceux qui connaissent la région de Istres, dans le sud de la France, savent que les avions militaires sont testés là-bas parce qu'il y a un centre qui est capable de les accueillir. On veut recréer ça à La Réunion pour des fabricants, des opérateurs qui veulent entraîner leur personnel de France métropolitaine, du reste du monde, mais en particulier d'Afrique et d'Asie. Pour ça, donc, on veut créer le centre d'essai en vol. Pourquoi La Réunion ? Parce que le climat s'y pète, l'espace aérien, comme je vous l'ai dit. Les liaisons avec le reste du monde sont très bonnes. Il y a plusieurs vols avec la France métropolitaine. Il y a des vols, plusieurs vols par jour avec Johannesburg, en Afrique du Sud. Le reste de l'Afrique via Madagascar, par exemple. Il y a des vols vers l'Inde, il y a 2 vols par semaine vers Chennai, il y a des vols vers la Chine, vers Canton, il y a 2 vols par semaine vers Bangkok, et bien sûr toutes les îles de l'océan Indien. Donc, bien desservi. Il y a les infrastructures, parce que des espaces déserts, il y en a beaucoup, et nos amis africains en connaissent, qui suivent cette présentation, en connaissent beaucoup, mais il n'y a pas les infrastructures. Il n'y a pas les infrastructures techniques, hein, des hangars, des pistes, des sources d'énergie et des systèmes de communication. Puis il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de loueur de voitures, il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'hôpitaux, et tout ce qui fait qu'un endroit est utilisable pour que des équipes viennent s'y poser pendant 15 jours, 3 semaines ou plus. Le climat à La Réunion est juste parfait pour ce genre d'activité. À part les cyclones, on vole toute l'année, donc il n'y a pas de souci. La base de Cambé, où on est situé, elle est en dehors des routes aériennes qui mènent à Saint-Paul et à Gillot, donc à Roland-Garros, à Saint-Denis. Hein. Donc l'espace aérien est plutôt libre. Et
bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que l'île est une île française qui dépend des autorités européennes, donc la régulation et les qualifications se font suivant les règles de la DGAC et de l'ESA, là où beaucoup d'aviation civile des pays d'Afrique ou d'Asie sont dissociés ou sont plutôt liés à des organismes tels que la FAR ou la FA. Et le dernier point qui est intéressant, un problème d'audio, non. Le dernier point qui est intéressant pour venir faire des essais à La Réunion, c'est que bien que nous soyons en Europe, il n'y a pas besoin de visa Schengen pour venir à La Réunion. Et ça, quand j'en parle à mes amis d'Asie, ça les intéresse bien sûr énormément. Qu'est-ce qu'on doit être capable d'offrir? On doit être capable d'offrir des hangars, des bureaux, des salles de réunion, tout ça équipé avec de l'Internet, des photocopieurs, enfin tout ce qui fait que les équipes peuvent venir s'installer et travailler. Un minimum d'équipements techniques. En général, les fabricants viennent avec leurs propres équipements. On doit être capable de fournir une piste pour ceux qui ont besoin d'une piste. Alors, on a la chance d'avoir une piste en dur de 500 mètres, juste devant nos locaux, comme vous voyez, là, en cours d'amélioration et de finalisation. Là, on a 250 mètres déjà. Et on aura 500 mètres dans les 2 mois qui viennent, je pense. On doit être capable de fournir une salle de contrôle, d'où les vols sont effectués, on a ça, avec des systèmes de radio, de communication, des systèmes d'intercom entre les opérateurs au bord de l'avion et les opérateurs dans la salle, et des systèmes météo. Bon, on a tout ça. Donc, c'est un projet très important. On est sur la base de Cambé, qui est un espace aéronautique contrôlé par la DGAC. Il y a des fiches qui concernent comment décoller et se poser à Cambé. Les fréquences radio, la piste est très peu utilisée, donc elle est très disponible pour nous. Et puis, on a défini avec la DGAC des zones de vol qui sont soumises soit à des restrictions de vol pour les autres opérateurs ou pour les autres utilisateurs de l'espace aérien, soit ce qu'on appelle des NOTAM. Les gens qui sont dans l'aéronautique savent ce qu'est un NOTAM, Notice to Airmen, qui disent aux gens qui risquent de passer dans la zone à bord de leur avion, attention, il y a des drones qui volent avec des heures. Donc tout ça est déjà en place puisque nous, Flyer, nous faisons nos essais ici et donc on peut le faire évoluer, l'étendre et le reconduire pour d'autres appareils qui viennent. Les services qu'on propose, c'est aussi du personnel pour aider les gens, parce que nous, on connaît la région, donc on sait comment traiter les dossiers avec la DGAC, on sait comment les aider en fonction des conditions géographiques et des conditions météorologiques, les aider à préparer leur vol, les zones de non-vol, les zones de vol, et ainsi de suite. On a même des pilotes à notre disposition pour faire les essais si c'est nécessaire, des ingénieurs d'essai, des officiers de sécurité, des personnes. Et on parle tous français et anglais, bien évidemment. Voilà, ça c'est la deuxième activité de DSOI, Drone Service Océan Indien, et cette partie-là conclut ma présentation de cette société. Je continue, j'ai un petit message qui dit que mon micro n'est pas très bon, j'espère que vous m'entendez quand même. Super, super. Non, tout passe bien. Alors, je continue, j'attaque la dernière partie de la présentation qui peut être très intéressante pour des acteurs qui ne sont ou des auditeurs qui ne sont pas des auditeurs du monde aéronautique. C'est les nouvelles technologies qui vont être associées à l'utilisation des drones et de manière plus globale des Advanced Air Mobility Systems, qui incluent les avions taxis, les drones taxis et tout ça. Okay. Donc, futur développement et technologie, nous, en tant que Flyer et DSOI, on va avoir besoin de cette technologie et je vais vous les détailler, enfin quelques-unes. L'intelligence artificielle, bon, alors le mot est prononcé, je ne sais pas exactement, c'est pas mon domaine d'excellence, donc je ne sais pas exactement quelle définition je dois en donner. Ce que je sais, moi, c'est que les systèmes devront être de plus en plus autonomes. Nous, on en est absolument convaincus, puisque aussi bien nos systèmes de décollage, de vol et d'atterrissage, on les a rendus entièrement autonomes, en particulier l'atterrissage autonome dans le filet, qui n'a même pas besoin de GPS ou liaison radio pour se guider dans le filet, et encore moins d'un pilote, bien évidemment. Alors, donc, l'intelligence artificielle, ça veut dire que cette autonomie, elle doit être faite non pas uniquement par des programmes qui ont été élaborés avant et téléchargés dans le calculateur de l'avion, par exemple, mais par la capacité, en fonction d'événements extérieurs à l'avion, de réagir et de prendre un certain nombre de décisions.
Alors, les spécialistes me diront, mais non, c'est pas ça du tout, mais moi, c'est de ça que j'ai besoin, en tout cas. Donc, en particulier, en ce qui concerne les performances de vol, eh bien, c'est, par exemple, quand un événement inattendu se présente, comment l'avion doit-il réagir? Un événement, par exemple, un événement météorologique, un espace aérien qui soudainement n'est plus disponible alors que l'avion est en vol, qu'il est loin, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être capable lui-même de dire, dans ces conditions-là, je dois me calculer des routes alternatives, par exemple, et choisir la meilleure des routes alternatives, et non pas qu'il y ait un pilote qui fasse ça à une centaine de kilomètres et qui envoie les instructions. Ça doit être fait automatiquement. L'autre aspect qui est très important, parce que dans la Advanced Mobility, beaucoup sont portés vers la réduction, les économies d'énergie, l'avion vert, l'électricité, et ce genre de choses. Donc, la gestion de l'énergie à bord d'un avion est très, très importante. Donc, l'avion doit être capable de gérer son énergie. Par exemple, voler toujours à la même altitude, ce n'est pas forcément le meilleur moyen d'économiser de l'énergie sur un avion. Des fois, il vaut mieux aller haut et ensuite faire une descente très, très longue qui permet de mettre les moteurs à ralenti. Si on fait le bilan énergétique, c'est plus efficace dans certains cas, et ça, l'avion doit être capable de l'évaluer lui-même. Okay. Ce qui se passe quand il y a des pertes de communication, est-ce que l'avion dit je rentre, ou alors il dit je vais monter un peu pour voir si je récupère ma communication, ou alors c'est pas très grave, je peux quand même continuer ma mission. Voilà, ce genre de choses. La performance de la mission aussi, alors là, il y a beaucoup de choses qui se font, mais c'est l'avenir. Nous, quand on va essayer de détecter des bateaux, des pirates ou des pêcheurs illégaux, ce qu'on veut, c'est envoyer un avion et pas avoir un opérateur qui se crève les yeux pendant des heures devant les images qui lui arrivent en temps réel sur son écran. Ce qu'on veut, c'est que l'avion soit capable de dire, tiens, là, il y a quelque chose de pas normal en mer, je me rapproche, je vais voir, je zoome dessus, c'est un bateau. Ah, c'est un bateau de pêche. Ou alors, oh non, alors là, ça, c'est typiquement un bateau pirate, quoi. Donc, je vais me loquer dessus, je vais faire des vols circulaires au-dessus, je vais mettre ma caméra dessus et je vais essayer de le reconnaître. Ah, je le reconnais, oui, parmi les profils, je sais, c'est un bateau de pêche ami. Ça peut être complémenté par des liaisons radio, ce qu'on appelle les transpondeurs en aéronautique, c'est-à-dire que chaque objet envoie son identification. C'est un ami, donc c'est même pas la peine que je réveille l'opérateur, je vais juste envoyer un message qui n'est pas un message d'alarme en disant tel bateau, il est bien là, il n'y a pas de souci, je viens de survoler et je continue ma mission. Ou alors, non, c'est un bateau qui ne devrait pas être là, c'est un bateau ennemi, je vais continuer à voler autour, je vais envoyer une alarme, je vais envoyer des images, son identification, l'opérateur me dira ensuite quoi faire. Ça, c'est de l'intelligence pour moi. L'avion doit être capable de prendre ce genre de décision. Je pourrais multiplier les exemples, je pense que celui-là est très parlant. Tout ça a pour but aussi de réduire la fatigue des opérateurs et la disponibilité des opérateurs, parce que dans tous ces systèmes, ce qui est compliqué, c'est l'élément humain, malheureusement. Donc nous, à La Réunion, entre Flyer et DSOI, eh bien, non seulement on a les besoins pour ce genre d'équipement, mais aussi on a les moyens de les intégrer dans des appareils qui volent, sur des missions existantes, dans des zones bien définies, de les tester avec les fabricants, qui seraient nos partenaires, souvent dans ces cas-là, et de les qualifier afin de les commercialiser en commun avec ces partenaires. Donc, c'est un peu un appel que je fais en disant, venez, Smart Technology, venez nous rejoindre, il y a des choses à faire à La Réunion là-dessus. Le deuxième, c'est plus spécifiquement en ce qui concerne l'Urban Air Mobility et l'Advanced Air Mobility, et je l'avais déjà évoqué, c'est toute la capacité à réaliser les essais au sol et en vol, les intégrations, afin de qualifier les avions et les équipements pour qu'ils puissent un jour, quand la régulation sera au point, être déployables, qu'on puisse les utiliser au-dessus de villes, à transporter des gens de manière autonome au-dessus de villes et survoler des milliers d'habitants et sans s'écraser sur une école maternelle et ce genre d'incidents fâcheux. Le centre d'essai en vol qu'on veut mettre en place à La Réunion aura cet objectif aussi. Et finalement, ce que j'appelle, alors je ne sais pas quel mot choisir, le networking, le mesh, le web, c'est-à-dire que maintenant, dans les utilisations des drones, eh bien, les drones ne sont plus en stand-alone, ils ne sont plus isolés, mais ils font partie de réseaux
des réseaux très simples. C'est un drone dans l'espace aérien, il doit parler avec le contrôle de l'espace aérien. 2 avions dans l'espace aérien, eh bien, ils doivent s'identifier, se parler, afin qu'ils s'évitent, qu'ils ne se rentrent pas dedans. Et puis, quand on fait des missions de surveillance, des missions de déploiement au-dessus de zones sinistrées, des inondations, des tremblements de terre, ce genre de choses, il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place en même temps. Tout ça, ça veut dire de la gestion de data. Chaque élément satellitaire, hélicoptère, avion, un camion au sol apporte sa pierre, envoie des informations. Ces informations doivent être analysées, doivent être synthétisées, doivent être présentées pour que des décisions soient prises. Il faut que tout ça soit fait de manière automatique. Il faut que les différents éléments parlent entre eux. Il y a des systèmes qui existent, qui se reconfigurent automatiquement si l'hélicoptère se pose pour faire le plein. C'est pas grave, le réseau se reconfigure automatiquement. Il y a besoin de moyens de communication. Bref, un domaine très très important qui s'ouvre à nous. Voilà. Nous, on en a le besoin et on a les moyens à La Réunion de faire tous les essais aussi. Voilà, alors j'ai atteint mon temps de parole selon mon chronomètre, je l'ai même dépassé, donc je vais passer tout de suite à la conclusion de cette présentation. Et je veux juste dire que il se passe des choses à La Réunion. Alors quand on a commencé à parler de manière internationale et à présenter nos activités, les gens étaient persuadés qu'à La Réunion, on cultivait de la vanille ou on faisait des planches de surf quand on faisait du composite. Ben non, on fait des choses très avancées, même l'ONERA le reconnaît. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a une volonté régionale, départementale, je ne sais pas quelles sont les autorités, françaises et européennes en tout cas, de faire avancer ces technologies à La Réunion. Ce sont des opportunités à prendre. On est dans un environnement là qui nous parlons de business to business, il y a des choses à faire et nous, on est un des vecteurs de ces activités dans notre domaine. Merci pour votre attention. Vous avez sur cette page les 2 sociétés et les adresses email où je suis joignable. Je vous conseille celle d'en bas à gauche, remy.albert@ac-innov.com, et je suis à votre disposition pour en discuter. Dès maintenant, d'ailleurs, je vais arrêter cette présentation et on va revenir dans l'espace de discussion où je serai ravi de continuer à discuter avec vous. Je vais arrêter le... Voilà, s'il y a encore quelqu'un qui est là, stop sharing. On est là, je mets ma caméra et me voilà. Donc, Merci Rémi. je t'en prie, désolé d'avoir été aussi long. Je sais qu'il y a d'autres présentations qui doivent commencer. Oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu pourrais, dans la partie chat, laisser tes coordonnées Absolument. à l'écrit, au moins les gens. Je vais les écrire tout de suite. Je vais mettre le site web. Ok, vous l'avez. Et mon adresse mail. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à me joindre. Hein, je suis là pour ça.